Bon après-midi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous faites bien de nous regarder. C'est un plaisir de savoir que vous faites toujours confiance à Estuaire Média pour l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire qui renferme déjà au sein de son entreprise deux éminents médias, de poids et de choix à savoir sa fréquence radiophonique 105.5 ainsi que son écran géant de l'autre côté du carrefour Total d'Amba. L'Institut universitaire et stratégique, c'est également cette institution qui fait dans la formation des Camerounais et expatriés dans au moins 250 spécialités. Et là, c'est les plus à démontrer les compétences, la bravoure, le talent des enseignants ainsi que le talent que comporte également l'équipe administrative de cette institution. 4 fois premier national, c'est-à-dire partant de 2000 à 2001, 2002, jusqu'en 2003, on était donc premier national. Et pour cette année académique 2024-2025, on vise encore le dernier carré. Soyez tout simplement les bienvenus. Alors, pour aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau deux personnalités qui font partir également de l'univers de l'enseignement supérieur. Et ensemble, on essaie de se prononcer sur une thématique bien précise avec également des articulations qui vont tourner autour de la thématique. J'ai exactement à ma droite le très éminent professeur, monsieur Cyriaque Kandem, à qui je dis bienvenue. Je suis très ravi de vous avoir sur ce plateau. Merci, monsieur Christ. Bonne soirée à vous et bonne soirée à tous les auditeurs. Merci. Comment vous allez la journée? Elle a été? On a fait tant qu'on pouvait. On sait qu'on est en saison sèche. Il fait tellement chaud. Comment vous gérez cette période de saison sèche avec la chaleur, le soleil? Vous savez que tout le long de la journée, nous sommes appelés à bavarder. Et là, il nous faut beaucoup d'eau pour pouvoir nous régénérer et bien incliner notre gorge. Pour lubrifier, s'il faut dire ainsi, les cordes vocales. Que le Seigneur vous accompagne dans cette douleur. Merci, vous ne me l'attirez pas comme ça sans que je dise bonsoir à mon éminent panéliste, notre général. Merci. Merci. Alors, vous parlez de votre panéliste d'en face, le secrétaire général de l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire. Alors, monsieur Bana, je vous sais très occupé, mais je ne comptais pas vous avoir. C'est un plaisir vraiment que vous êtes différent de vos occupations pour me retrouver sur ce plateau. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, monsieur le directeur, monsieur Chris Larabi. Qui a toujours un sourire lumineux, qui contribue à illuminer nos journées. Déjà, je me sens très flatté et aussi je me retrouve dans un enthousiasme. Pourquoi flatté? Parce que vous avez, n'est-ce pas, su m'attirer dans vos filets. Comme vous le précisiez déjà avec mes multiples occupations. Je me sens, c'est un plaisir. Alors, nous allons mettre sur la table notre thématique principale. Il s'agit bel et bien de l'insertion professionnelle. L'insertion professionnelle. Alors, nous sommes dans un milieu où nous partons d'une institution universitaire. INSAM forme les étudiants, les Camerounais et expatriés chaque année. Bon, après leur formation, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à la licence et tout, qu'est-ce qu'ils deviennent? Lorsqu'on parle de l'insertion, on peut entendre quoi d'abord dans l'expression insertion professionnelle, monsieur Kandem? Merci, monsieur Christ. Quand nous parlons de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire tout simplement qu'au bout d'une formation, l'étudiant doit être capable de s'intégrer dans le milieu socio-professionnel. Donc, directement opérationnel. Et c'est ce que recherche INSAM dans la formation. Parce qu'au quotidien, nous ne cessons de mettre tous les moyens à disposition de ces enfants pour qu'au finish, qu'ils soient directement opérationnels. Oui. Alors, M. Bana, vous avez également, j'ai oublié d'entendre, vous avez la casquette de juriste. Donc, est-ce que sur le plan juridique, l'insertion professionnelle a je peux dire, je ne sais pas si une portée. Une portée. Effectivement, que ce soit
en tant que responsabilité de l'État et que ce soit en tant que responsabilité du formateur. C'est-à-dire, lorsqu'on s'engage à former quelqu'un sur le plan professionnel, c'est, n'est-ce pas, le rendre disponible au marché de l'emploi. Effectivement. D'accord. Bon, maintenant, parce qu'il y a parfois un enfant est formé dans une grande école, bon, peu importe la taille de l'école, 2 ans, 3 ans, mais au sorti, il est au chômage. Est-ce que l'adéquation formation et insertion professionnelle n'a pas été calculée à l'avance, soit par les parents de l'enfant ou par l'école même? Parce qu'on a beaucoup qui sortent, mais ce pourquoi ils ont été formés, c'est même pas dans ça qu'ils excellent. On peut expliquer ça comment? Bon, moi, sans vouloir extrapoler, j'aimerais, n'est-ce pas, évoquer des causes, certaines causes, pour ne pas faire une énumération exhaustive. Parfois, les programmes de formation peuvent bien être adaptés au monde de l'emploi avec la mutation de la société qui fait que des choses, n'est-ce pas, changent au fur et à mesure. Alors, un enfant diplômé peut se retrouver au quartier juste parce que le diplôme qu'il a reçu, la formation qu'il a reçue, n'est-ce pas, n'est plus en adéquation avec le marché de l'emploi. Ça, c'est de 1. De 2, nous sommes dans un état, n'est-ce pas, où la situation économique n'est pas très favorable, très élevée. Les industries et autres en manquent. Seulement dans la formation de ces apprenants, nous recommandons le plus souvent qu'ils soient formés ou s'auto-employer. Effectivement, c'est pourquoi vous allez voir dans les grandes écoles comme la nôtre, nous formons des enfants à s'auto-employer, c'est-à-dire créer leurs propres petites entreprises avec un moyen de rien du tout. D'accord. Merci pour cet éclaircissement. Je vais retourner vers vous, M. Sierra Kandem. M. Bana parle là de l'auto-emploi. Oui. INSAM, vous êtes un éminent enseignant à INSAM. C'est déjà au moins près de, s'il faut calculer, c'est même près de 1000 Camerounais que vous avez formés, et plus même. Voilà. L'auto-emploi, s'il faut tabler sur cet aspect, est-ce que c'est facile pour un Camerounais de faire une formation? Ici, tout d'abord, oui, si je vais répondre, je vais revenir sur le marché du travail. Le marché du travail lui-même est devenu si difficile parce que notre pays, la mutation chez nous traîne. Notre pays ne veut pas aller aussi vite que court la technologie de nos jours. Sinon, on ne parlerait pas d'auto-emploi, on serait plutôt en manque d'employés. Parce que là, c'est la vitesse à laquelle nous... La création des emplois traîne. Ça traîne. Pour créer les emplois, il faut que la société cherche à se développer comme va le monde, à la vitesse de tous les voisins. Mais chez nous, nous traînons le pas. Et c'est d'où nous connaissons un grand retard sur le plan emploi. Et nos enfants, aujourd'hui, sont obligés de s'auto-employer. Et l'auto-emploi, tel que vous le dites, trouve le même problème, donc la même difficulté. Parce que là, ça va rencontrer la même difficulté, puisque si je prends dans mon domaine, la mécatronique, toutes les voitures sont mécatroniques aujourd'hui. Mais combien de voitures mécatroniques au Cameroun sont maintenues selon les règles de l'art? Ces enfants qui ont cette technologie, peuvent-ils les exercer aisément? Je ne crois pas. Parce que la première difficulté, c'est que le client n'a pas les moyens et rentre toujours chez l'ancien bricoleur qui essaie de faire marcher sa magie tant bien que mal. Donc, pour l'auto-emploi, en ce qui concerne l'auto-emploi, c'est ouvert. Et je crois même que dans les environs, vous avez beaucoup d'anciens étudiants de l'ISAM qui sont installés et ont même recruté leurs collègues. Ils se battent avec. Et ils ne cessent pas toujours de nous revenir. Parce que pendant que nous sommes en plein cours là, quand ils rencontrent des difficultés, ils font appel à nous. Et nous, avec les jeunes cadets, on tient le problème en salle et on leur retourne la solution. Et dès qu'ils débloquent, ils nous renvoient le merci et on est content. Vous voyez que ça fait comme...
entreprises et écoles vont le perdre. D'où vous avez parlé de partenariat. Oui, que ça va. Alors, bon, vous gardez la parole, monsieur Cyril Tandem. Si aujourd'hui, il fallait qu'on parle de la pertinence, avec, au fait, la pertinence des formations, voilà, face au marché de l'emploi. Oui. Est-ce que, c'est-à-dire, un enfant ou bien une institution, un peu comme INSAM, doit créer des spécialités en fonction d'une certaine rareté, voilà, d'emploi qu'on retrouve sur le territoire camerounais. Oui, bien sûr, je suis d'avis que nous devions anticiper toujours, c'est-à-dire qu'on doit précéder la technologie. Plus nous sommes dans le secteur maintenance plus. Nous ne fabriquons pas, nous ne sommes pas dans l'industrialisation. Mais nous cherchons à entretenir les biens qui sont déjà supprimés. Alors il faut avec l'évolution technologique qui va d'une manière exponentielle, que nos enfants s'arriment toujours à la nouvelle donne pour ne pas être en retard. Sinon, on sera coincé, bien sûr. On aura des équipements que nous ne saurons même pas utiliser. D'accord, merci. Alors, bon, M. Bana, je vous repose la même question sur un autre aspect. Bon, est-ce que INSAM a une cellule, je ne sais pas si elle dit de cooptation, pour tester d'abord la valeur intellectuelle d'un enfant qui voudrait s'inscrire chez nous et profiter d'une formation, tout en visant ce qu'il pourra devenir demain. Ou bien, on vient seulement, on dit je vais faire mécatronique, par exemple, je passe le contrôle de M. Tandem, ou bien je vais faire droit, qui est votre spécialité, alors qu'il n'est pas prédisposé mentalement à acquérir les connaissances et il n'a pas aussi cette capacité à pouvoir développer ça une fois sur le terrain. Du moins, j'aimerais commencer par une petite nuance, parce que tout le monde peut comprendre tout. Le cerveau humain est très adapté à tout type de connaissances. Effectivement. Et dire qu'un étudiant ne pourra pas acquérir des connaissances, là, c'est un peu aller très loin. Bon, du moins, dans ma spécialité qui est droit, lorsque les étudiants viennent les futurs étudiants viennent se renseigner, alors je leur donne toutes les ouvertures possibles en leur disant que ce n'est pas chose facile et ne pas espérer être dans la moyenne, mais espérer être meilleur parce que l'adéquation de la formation au monde de l'emploi ne suffit plus. Il faut, n'est-ce pas, un travail personnel de l'étudiant qui lui permet de se démarquer de ses camarades. Un travail personnel de l'étudiant. Et nous pouvons donc, et c'est ce que nous avons l'habitude de faire, accompagner l'étudiant dans son travail personnel en plus de la formation professionnelle. Bon, d'accord. Concernant, je reviens au thème central, concernant l'insertion professionnelle. Okay? Que pensez-vous des petits métiers? Bon, pour moi, la jeunesse aujourd'hui, quand un enfant est déjà en première année, son rêve c'est d'être directeur général, son rêve c'est d'être dans un bureau climatisé. Bon. Est-ce que le rêve du petit métier peut encore avoir sa place ici? Bon, du moins, j'aimerais encore faire une autre nuance, parce qu'il n'y a pas de petit métier. Nous tous, nous passons, il faut commencer, l'échelle commence au bas pour le sommet. C'est-à-dire, l'erreur que nos jeunes frères, nos jeunes étudiants ont l'habitude de commettre, c'est que parce que j'ai été formé en mécatronique, je vais exceller directement en mécatronique. Or, je peux sortir et faire la moto. C'est à partir, n'est-ce pas, de ce moment que je trouve des opportunités. Est-ce que vous voyez, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de petit métier, parce qu'on passe le plus souvent par des métiers que nous croyons être, entre guillemets, de petits métiers pour accéder au sommet. Moi, j'en suis une preuve concrète. Ah, vous êtes une preuve concrète. Vous avez commencé au bas de l'échelle pour accéder au poste de secrétaire général à l'US. Vous avez fait vos classes alors. Effectivement. D'accord, vraiment, ça mérite des ovations. C'est un exemple vraiment à suivre et à copier. Bon, voilà. En tant que secrétaire général
de l'Institut universitaire de stratégie de l'estuaire, UES-INSAM. Bon, je vais poser une question comme ça. Est-ce que INSAM assure le suivi de ces étudiants après obtention d'un diplôme? Juste peut-être de dire que bon, je suis un formateur, je ne vais pas former les enfants et les Est-ce que INSAM a cette vision ou encore cette politique? Bon, c'est une vision, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas, pour éviter d'être le messager mensonger qui propage la bonne fausse nouvelle de Carbonnier, ce serait mieux de présenter certaines réalités. Bon, c'est un projet. C'est un projet sur lequel nous travaillons déjà, mais qu'à cela ne tienne, lors des formations, nous nous rassurons, n'est-ce pas, de mettre des étudiants en contact avec des entreprises partenaires, ce qui leur permet, et nous avons plusieurs cas de figure, après leur formation, d'être directement recrutés ou bien même d'être recrutés en cours de formation. Ils sont très nombreux. D'accord, merci, félicitations. Alors, M. Syriac, entend M. Bana parler, il a parlé des partenaires. Oui. Ouais, pendant qu'il expliquait. Alors, maintenant, s'il faut rester sur ce point-là, bon, est-ce que le partenariat entre institutions et entreprises peut valoir son pesant d'or? Parce que je ne pense pas qu'il y a des entreprises ou encore peut-être des IPES qui peuvent tabler sur cet aspect-là. Ça vaut vraiment son pesant d'or et c'est même très intéressant. Oui. Nous, on a eu une très heureuse expérience, pas plus tard que samedi passé, en plein cours, comme je vous disais, en partenariat avec les anciens étudiants de l'INSAM, qui ont connu une difficulté sur le terrain. C'était lors d'une maintenance, je crois, d'une Mercedes C203. Le gars était coincé, sa voiture ne démarrait pas. Ça marche bien, il tombe dans un cassé, ça s'arrête. Il accélère, la forte vibration, ça s'arrête, mais tout ça reprend. Il met son appareil diagnostic, l'appareil n'affiche aucune panne. Le gars est coincé. Apparemment, tout est bien, mais la voiture ne fonctionne pas. Comme quelqu'un qui dit j'ai mal à la tête, même au scanner, on ne voit rien. Heureusement pour lui, j'avais ce fameux cours de diagnostic. J'étais en plein cours de diagnostic avec les enfants de BTS. Directement, c'était un cas pratique. J'ai lancé. Chacun a balancé. Il y a eu deux bonnes réponses qui sont venues là. Non, monsieur, dis-lui d'aller chercher dans le capteur de régime moteur. L'autre a dit capteur de déphasage. J'ai dit oui. Au Cadiz, ils appellent ça capteur Vilebrequin, capteur Abracap. Le langage du terrain et le langage de l'école. On va de cet échange-là. Alors, dès que les gars ont balancé, on était sur haut-parleur là. Donc, tout le monde écoutait. Le gars a travaillé, il a dit effectivement, j'ai retrouvé, comme vous avez dit là, la panne était au niveau du capteur Vilebrequin, qui était, son support était cassé, ce qui faisait que ça flottait, c'était pas stable. Dès qu'il a répondu, quand il résout un cas comme cela, vous voyez que le partenariat école-entreprise en ce temps-là, c'est gagnant-gagnant. Quand vous voyez que quand nous allons vers eux là, voilà les enfants, vous devez les passer en stage pour 2 mois, ils sont contents parce qu'ils savent ce qu'ils vont avoir. Et ces enfants, c'est eux-mêmes qui résolvaient ce problème. Ne connaissent pas de quoi il s'agit. Mais ayant bien rempli la tête de beaucoup de théories, sauf que bon, les capteurs vitaux d'un moteur, il n'y en a que 2, Abracam et Vilebrequin. Donc quand ça s'arrête là, c'est là qu'on va suspecter la panne. Ils ont donné, mais si vous les mettez là, ils ne doivent pas connaître. Alors demain, qu'est-ce qu'on fait? On va rapidement l'envoyer vers cet entrepreneur qui va le recevoir avec bras ouverts. Et je vais montrer. Voilà. Ensuite, maintenant, après sa formation, maintenant, au bout de la formation, cet entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait avec cet enfant? Il a besoin de lui. Parce qu'il a déjà vu de l'apport que cet enfant peut déjà venir à l'entreprise donner. De la plus-value qu'il peut nous apporter. D'accord. Merci pour ces éclaircissements, M. Kanden. Alors, M. Bana, est-ce que le partenariat ici, parce que je sais que INSAM a des partenariats avec des structures, mais je ne sais pas, j'ai peur que le partenariat de INSAM se limite seulement pour les phases pratiques
ou encore peut-être les stages académiques. Est-ce que INSAM a des partenariats, je ne sais pas si elle dit pro-professionnels, avec les endroits, le genre que INSAM peut avoir un étudiant qui est même sorti major. Hein, et donc, je vous recommande cet enfant. Il est talentueux, il est capé, recrutez-le. Ou bien on se limite seulement au niveau que bon, allez faire les stages en entreprise et on parle de partenariat. Bon, sur ce point, j'aimerais commencer par la base, les racines. Ouais. Ce sont les racines qui tiennent l'arbre. Ouais, ça c'est vrai. OK. Déjà, au moment des stages et des pratiques, nous essayons de mettre constamment en contact ces entreprises avec les étudiants, ce qui leur donne certaines facilités après l'obtention de leur diplôme, après leur formation. En plus, n'est-ce pas, nous avons des partenaires qui de temps en temps viennent solliciter nos étudiants pour les recruter. Nous avons eu plusieurs cas l'année dernière et je suis celui qui est chargé le plus souvent de les recevoir. Donc, je parle en connaissance de cause, c'est-à-dire des entreprises, même parfois extérieures, des pays étrangers qui viennent au Cameroun pour recruter. La première, dans des institutions privées d'enseignement supérieur, l'INSAM est le plus souvent sélectionné. Donc là, c'est, je pense, sur votre question, je pense avoir apporté 50% de réponses. Sur les autres 50%, j'aimerais vous dire que c'est un projet. C'est aussi un projet qui est en cours de réalisation déjà pour cette nouvelle année académique. Au moins à 99. Effectivement, 2024-2025. Avant la fin de cette année, nous aurions déjà implémenté cette initiative. D'accord. Bon, alors, M. Kamden, je vais sortir également de cette autre articulation de notre entretien. Bon, vous avez déjà entendu parler des suremplois? Suremploi. Oui, Esture-emploi. Esture-emploi, oui. Esture, oui. Dans le code de Esture, oui. Esture-emploi en train de produire. Alors, vous pensez que cette plateforme, parce qu'on peut télécharger l'application sur le net pour avoir on peut même se faire recruter à partir de façon physique, voilà, déposer peut-être son CV. Vous pensez que c'est une plateforme qui peut porter et aider le Cameroun, parce que le Cameroun est un pays capitaliste, on crée des entreprises, des emplois. Est-ce que ça peut venir aider l'État à boucher le trou du manque d'emploi chez les jeunes? Pas seulement aider l'État, aider plus la jeunesse. Vous savez bien que nos jeunes d'aujourd'hui, monter un CV n'est pas évident pour eux. Ne leur demandez pas une lettre de motivation. Donc avec une structure comme Esture-emploi, vous leur apportez beaucoup d'aide sur ce plan. Mais aussi, je crois, je ne sais pas si c'est aujourd'hui encore, je faisais des constats. Nos jeunes d'aujourd'hui ne savent pas déjà négocier un contrat de travail. Parce que négocier un contrat de travail chez nous, le côté salaire comme si c'était tabou. Alors que sous d'autres cieux, un enfant peut dire que bon, monsieur, c'est que vous pouvez me donner. Alors que sous d'autres cieux, c'est même là qu'on vous juge, vous le futur employé. Surtout, je prends l'exemple de l'Allemagne, que je connais bien. Parce que là-bas, si vous faites une demande d'emploi, vous ne mettez pas le salaire, non, votre demande est rejetée. Parce que c'est vous l'employé qui savez quel moyen il vous faut pour mener à bien votre mission. Et je crois que les plateformes comme Esture-emploi sont bienvenues pour pouvoir inculquer ça dans la tête de nos futurs employés. Que ce jeune là, voilà ce que vous devez. Comment vous vendre? Bien savoir rédiger votre CV, donner vos différentes expériences, vanter vos valeurs, voilà. Et puis maintenant, à la fin, si vous avez un plan détaillé des charges qu'il faut pour mener à bien votre mission, à la fin, vous mettez un chiffre, je crois que ça va passer très rapidement. L'employé ne sera que très flatté. C'est que celui-ci sait ce qu'il veut faire. Il aime ce qu'il fait. Parce que vous avez chiffré tout. Donc, merci. Là, est-ce que M. Banas ne sera pas un risque, parce que nous sommes dans un système camerounais, que ce soit l'employeur, il cherche toujours à avoir, je ne sais pas, le maximum de bénéfices. Sur son emploi. Est-ce que vous mentionnez, d'après ce que M. Kamden dit, son salaire ayant bien décrypté,
ses compétences, sa vision pour l'entreprise, ça ne doit pas être un handicap pour cet employé? Bon, c'est une proposition. Un contrat de travail, un contrat synalagmatique. C'est-à-dire, c'est un accord de volonté. Chacun est autonome dans sa volonté. Le principe de l'autonomie de la volonté est un principe fondamental lors de la conclusion des contrats. Et surtout les contrats synalagmatiques tels le contrat de travail. C'est-à-dire, ce sont des propositions, des échanges, et à la fin, une conclusion est tirée d'accords partis. Ce n'est pas un contrat d'adhésion, comme les contrats d'Eneo et autres, de Camotte et autres. Donc, pour moi, ce n'est pas véritablement un handicap. Il est toujours mieux de vanter ses compétences. Ça nous donne un plus. En vantant des compétences, nous apportons un complément qui est le salaire, qui permettra, n'est-ce pas, de mener à bien votre mission. De mener à bien les missions. Et la preuve, c'est que les employés qui sont le plus souvent recrutés sous de faibles salaires ne donnent pas toutes leurs compétences, ne mettent pas en œuvre toutes leurs compétences. C'est-à-dire, ils se demandent qu'est-ce que je gagne véritablement. Alors, je travaille comme un automate. Un salarié régulièrement rémunéré ou bien rémunéré à sa valeur mettra tout en jeu, n'est-ce pas, pour rehausser l'image de l'institution. D'accord. Là, maintenant, je voudrais qu'on apporte un peu une précision. Il y a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent. On a parlé d'Estuaire Emploi. Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a une technique pour bénéficier des services d'Estuaire Emploi? Un jeune, peut-être, qui nous regarde, il a une compétence. Bon, est-ce qu'il y a, on peut dire quoi, un système à suivre pour bénéficier de l'accompagnement d'Estuaire Emploi? D'accord, merci. Déjà, tout le monde peut être bénéficiaire, c'est-à-dire il n'y a pas de discrimination, il n'y a aucune discrimination. Donc, c'est pas exclusivement pour les étudiants qui sont passés comme ça. Il n'y a pas de discrimination, tout le monde peut y bénéficier, même des anciens étudiants d'autres écoles, des nouveaux étudiants, et autres peuvent bénéficier des services d'Estuaire Emploi. Et aussi, bon, j'aimerais être un peu contradictoire dans mon propos. Comme tout à l'heure, je mentionnais déjà le fait que nous n'avions pas de structure qui, n'est-ce pas, mettait des étudiants directement en relation avec des employeurs. Pas des structures, mais des employeurs. Mais sur emploi, déjà, j'aimerais relever, permet, n'est-ce pas, de mettre en relation le futur salarié ou bien le chercheur d'emploi et les employeurs. Donc, en plus de monter votre CV et tous les documents connexes, vous met en contact avec des employeurs qui peuvent, n'est-ce pas, vous appeler de temps à autre. D'accord. Bon, alors, monsieur Syria Campbell, est-ce qu'il y a une technique particulière pour monter un CV? Parce qu'il y a des dossiers qu'on reçoit, dès qu'on lance un coup d'œil, allez, on met ça de côté. Et tout. Oui. Bon, est-ce que c'est la façon de rédiger une demande d'emploi qui compte, ou bien c'est la façon avec laquelle tu as monté ton CV qui te garantit déjà un emploi? Je dirais les deux. Oui. La demande doit être explicite. Oui. Il y a des gens, j'ai déjà eu à recevoir des demandes d'emploi, j'étais dans une structure qu'on ne citait pas. Oui. D'où, c'était un enseignant qui vient demander un travail en tant qu'enseignant. L'objet de la demande, vous lisez l'objet, demande de recrutement. C'était terminé. Oui. Vous cherchez, vous fouillez à l'intérieur, mais celui-ci veut être recruté en tant qu'élève ou en tant qu'enseignant. Dans quelle spécialité? Et je vous dis, c'était un professeur de français. Oui. J'étais déçu. Pour un mécanicien, je te dis, mais c'est grave. Ouais. Moi, déjà là, vous fatiguez votre recruteur. Ouais. Et on n'a pas que du temps pour vous. Parce qu'il faut qu'on se dise que le temps dans l'entreprise, c'est de l'argent. Oui. Donc, au premier coup d'œil, on doit d'ailleurs savoir ce que vous voulez et qui vous êtes. Oui. Votre CV, c'est qui vous êtes. C'est pour ça que le CV, vous devez commencer par le diplôme le plus élevé. Si vous avez déjà fait des années d'expérience, vous avez exercé. Déjà, ça en haut. Mais n'allez pas en dessous, caché ou en milieu, le CV caché ça.
on va chercher le gars, on va dire, il n'a pas le profil. Alors que le profil est à l'intérieur. Voilà. Et peut-être vous êtes même le meilleur. Mais le gars n'a pas suffisamment le temps pour décrypter tout ce que vous avez écrit. Oui. Vous l'avez fatigué. Oui. Donc il y a une technique pour rédiger ces 2 documents qui sont fondamentaux pour le recrutement d'un futur employeur. D'accord. Bon. Alors, M. Bana, sur le plan juridique, juridiquement parlant, est-ce que la loi encadre la demande d'emploi ainsi que ce qu'on appelle généralement la lettre de motivation? Quel est son rôle exactement? D'accord, Il merci. faut que même nos aînés qui nous regardent et nos cadets, ils fassent un peu le distinguo. D'accord, merci. Merci. Pourquoi? Parce que cette question m'amène à dire quelque chose qui ne concerne pas le droit. Ouais. Parce que juridiquement parlant, les textes juridiques n'ont pas précisé ou bien imposé une structure, un formalisme pour la rédaction d'un contrat. C'est-à-dire le contenu sur le plan juridique sera X, Y, non. Le droit ne prévoit pas ça et c'est ce que Carbonnier appelle le non-droit. C'est-à-dire des secteurs de la vie, des relations humaines qui ne sont pas régies par le droit. Seuls les pan-juristes pensent que toutes les relations humaines sont régies par le droit. Alors, c'est un secteur qui n'est pas régi par le droit. Par exemple, je dépose une demande dans une entreprise et l'employeur décide de rejeter ma demande. Le droit n'a rien prévu à ce sujet, c'est-à-dire sanctionner, être capable de saisir les juridictions pour dire l'employeur a rejeté ma demande ou depuis que j'ai déposé ma demande, je n'ai pas de suite. Ce sont des secteurs de non-droit. Et là, alors, quelqu'un peut même t'employer, tu n'as même pas passé. Donc, peut-être il t'a vu en train d'officier quelque part, il a apprécié ta façon de travailler et il te recrute dans son entreprise sans aucun document. Est-ce que demain, il ne pourra pas dire que non, celui-ci n'a jamais travaillé avec moi, je ne le connais pas? La loi aussi n'a pas prévu ce la loi a prévu cet aspect. Pourquoi? Parce que le contrat oral est un contrat. Seul pour certains types de contrats, le Code du travail a imposé le formalisme, c'est-à-dire l'écrit. En dehors de ce type de contrat, n'est-ce pas, on ne peut pas imposer à quelqu'un ce que la loi ne lui oblige pas de faire. Alors, un contrat oral, c'est un contrat, juste que le contrat écrit est préférable. Parce qu'avec des écrits, comme vous le dites, nous avons des preuves concrètes que nous exerçons de telle heure à telle heure, dans telle structure, etc. En cas de contentieux, le contrat est exigé le plus souvent en cas de contentieux, parce que devant le juge, c'est la preuve qui est la plus... Vous êtes liés. Effectivement. Vous êtes liés. Effectivement, mais sans aussi régner le contrat verbal. Parce que pour certains travaux occasionnels, n'est-ce pas, on n'a pas besoin toujours de passer le temps à rédiger, à faire des écrits. Effectivement. D'accord, merci infiniment. Nous sommes en train de nous acheminer déjà, M. Campbell, vers la fin de notre entretien. Mais je peux dire quoi? L'axe central, nous l'avons utilisé pour sortir, c'est l'accompagnement des étudiants vers l'emploi. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est aussi un autre point très délicat. Qui doit accompagner un étudiant vers l'emploi? Son parent, l'institution qu'il a formée ou la société? Je dirais les 3 acteurs. Oui. L'enfant, le parent, le formateur. Le formateur, oui. L'enfant, d'abord, il est le moteur, l'acteur principal de son avenir sur terme de sa formation. Oui. Parce que s'il n'est pas motivé, il n'aime pas ce qu'il veut faire. Ouais. Le parent, le formateur a beau crier, il va fiasquer à tout moment qu'il faut franchir le pas. Il va dire, et puis nous allons perdre le temps. Donc s'il est motivé, le parent est là pour l'accompagner. Je crois que ce n'est que financièrement. Avec les petits conseils, payer ce qu'il faut pour sa formation. Maintenant, c'est le formateur qui doit l'accompagner quand vous trouvez un enfant motivé, même quand le parent n'a pas les moyens. En tant que formateur, vous trouvez un talent à cet enfant, vous-même vous y mettez vos moyens. Voilà, ça c'est un enfant demain qui va nous rapporter beaucoup de choses. Vous pouvez financer.
Donc, le premier acteur, l'acteur central, c'est l'enfant. Oui. Il faut qu'il aime ce qu'il veut faire. Et quand vous faites ce que vous aimez, même quand le salaire n'est pas là ou c'est en retard, ça vous le faites maintenant par passion. Ouais, par passion. Ça ne vous décourage pas. Donc, pour amener un enfant vers l'emploi, il faut dire que ce dernier soit motivé. Maintenant, le formateur, qui est le coach. Parce que ça, le formateur n'est pas seulement formateur, il est le coach. Oui. Vous devez le coacher. Et coacher l'enfant, c'est quoi? Non seulement vous le préparez sur le plan professionnel, mais sur le plan mental. Il faut qu'il soit fort. Oui. En lui montrant les réalités de la vie. Que demain tu vas sortir, voilà ce que tu vas rencontrer. Attends-toi à. Et dans le cas si, ta bloc là, fonce de ce côté. Pas que nous le donnons toujours un large ouverture. Le plan B. Voilà. Que ne sois pas coincé. Je sais que tu aimes fabriquer cette table. Mais en attendant, si demain ça ne donne pas, la technique pour fabriquer la table, c'est la technique qu'on a pu utiliser pour fabriquer ce fauteuil. Oui, donc, tu peux fabriquer en attendant le fauteuil. Voilà comment nous les coachons. Et puis, il faut les booster. Qu'ils soient professionnels. Aujourd'hui, au Cameroun, on se plaint du marché de l'emploi qui est difficile. Je vous dis, au Cameroun, ce n'est pas l'emploi qui manque. Je vais vous surprendre, ce sont les employés qui manquent. Ah, les employés manquent? Oui, ce n'est pas le travail qui manque au Cameroun, c'est les travailleurs. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'au Cameroun, on a inculqué dans la tête de notre jeunesse qu'on va chercher de l'argent. Ça fait ce que c'est que le travail. Ouais. Le travail, c'est rendre service à mon voisin, à autrui. Rendre heureux mon voisin. Quand vous servez bien, vous êtes d'abord la satisfaction morale. Avant que maintenant, les finances suivent pour les moyens, c'est beaucoup plus survivre. Pour que vous puissiez mener à bien votre mission. Mais si vous travaillez pour de l'argent, je vous assure, vous allez abandonner à chaque première difficulté. Dès qu'il y aura une attente, vous allez dire que ouais, le type, c'est ma mère, même alors comme depuis une semaine, il n'a pas payé. Et depuis une semaine, même, j'attends mon salaire, il n'a pas payé. Ouais. Alors que le patron est en train de trimer pour trouver ton revenu. Mais toi, tu es là, tu sabotes le travail en oubliant que tu es en train de saboter ton revenu. Oui. Donc, dis à ses enfants, déjà, si tu aimes, voilà. Et il faut être professionnel. Être professionnel, c'est quoi? Maîtriser ton travail. Surtout quand je prends un exemple, vous connaissez tous la mécanique. Quand vous faites le tour de nos garages là, est-ce que vous voyez les mécaniciens? Non, on ne les voit pas. Parce que je vous pose la question. Et là, j'ai envie de dire qu'à l'époque, quand on envoyait un enfant faire de la mécanique, c'était qu'il était délégué. Oui, il a échoué. Oui, il avait échoué. Oui, il était très âgé. Très âgé. Les Allemands disaient que quand l'enfant est doux, on l'envoie faire mécanique. On l'envoie mécanique parce qu'il est doux. Alors que c'est tout le contraire. C'est une technique, et toute technique, je le dis toujours, faites attention. Avant d'être une science, avant d'être même une technique là, c'est d'abord un art. Je dis quand j'entre dans un garage, si je dépose ma voiture là, dès que je dis je change ma roue là, tu viens, tu poses la crasse sur mon capot, tu dégages rapidement. Et rapidement, tu vas foutre le camp. Parce qu'il doit savoir que quand il touche la voiture du client, ça doit rester propre, intact. Mais vous voyez, le mécanicien chez nous, il est couché dans le cambouis, là, il se roule là-dedans et il se dit mécanicien. Parce que dans sa tête, c'est que si je ne suis pas ça, on ne doit pas reconnaître dans moi. Alors que ce n'est pas ça la technique. Le technicien, c'est l'homme le plus fin, le plus propre. On dit quand on dit que c'est un art, donc ce que tu fais doit être agréable. Voilà. Et quand vous faites comme vous. Alors, je prends mon exemple. Je veux citer mon exemple. Je suis en stage en Allemagne. J'étais à la maison Volkswagen. Ça pour mes 6 mois de stage pratique. Les Golf, c'était dans les années 97 quand la Golf 4 venait de sortir. Demain, quand je travaille sur la Golf 4, je finis, je me mets à astiquer la voiture. Je me recule, je vois les angles, les taches. Astiquer veut dire nettoyer. Faites briller. Oui, quand vous astiquez là, vous nettoyez jusqu'à ce que ça devienne un miroir. On se mire là. Donc je prends parce qu'ils ont des chiffons adéquats pour ça. Donc quand je frotte, je me recule là. Quand je suis satisfait, je vais partir, monsieur m'interpelle. Un jeune, parce qu'il était plus jeune que moi, m'interpelle. Monsieur, bonjour. Je dis, vous êtes de quelle nationalité? Bon, il prend un renseignement
Il est africain, il est tourné. En cause là, vous faites quoi dans la vie? Je dis, je suis enseignant. Vous faites quoi en Allemagne? Je suis en stage de perfectionnement. Elle dit, ah bon? Mais, donc, je vois en Afrique, vous travaillez comme ça. Il dit, oui. Nous sommes un billet de 5 marques. C'était le marque. Ouais. On équivalent de 335 francs, il me donne. C'est on prend ta billet avec ça. Je suis tout surpris. Je ne croyais pas que c'était le propriétaire. Ouais. Je vais montrer à mon chef de garage. Il y a un monsieur là qui me donne 5 marques là, d'aller boire, c'est qui? Il dit qui? Je lui dis, mais c'est le propriétaire de la voiture là. Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te donne 5 marques? Parce que nous, les Allemands, nous sommes radins. Pour qu'on te donne un fénichon, un centime, c'est la mort. Il dit que non, moi j'étais là, j'ai fini d'arranger la voiture et j'ai mis ça à propre. Ouais. Et que tu l'as épaté, hein, et dit voilà. Ouais, que si vous faites ça et qu'un patron passe, il vous voit. Il va vous recruter. Ouais. Comme par rapport à ce mécanicien qui a mis du cambi partout, la crasse sur la voiture, les clients. On ne vous recrutera pas. Voilà les petites touches que nous on vend à nos enfants. On leur dit voilà comment vous devez fonctionner quand vous êtes. Jusqu'à un enfant, quand il va en stage là, le stage de 2 mois là, c'est d'où on gagne son emploi. Hein. Ouais. Beaucoup sont allés en stage, ils ont directement été recrutés. Parce que s'il y a ceux qui partent sur le tourisme, ils viennent quand ils veulent. Quand ils sont même là, ne respectent même pas le. Oui, c'est la désinvolture, c'est le désordre, se mettre à jour aux cartes. Mais demain, quand il ne trouve pas d'emploi, il va se fâcher contre qui? Avant qu'il lui aille, nous lui avons dit, gars, voilà comment vous allez vous comporter sur le terrain. Ce n'est pas après le stage que tu vas gagner, de trouver du travail. Ouais. C'est pendant le stage que nous profitons pour trouver le travail. D'accord. Hein? Bon, là, alors, à écouter M. Campbell, M. Bana, il parle d'amour, de ce qu'on fait, de la motivation. Ça entre en étroite ligne avec l'accompagnement des étudiants vers l'emploi. Est-ce que le fait que certains parents, il a vu l'enfant de son voisin, ou bien le parent veut que son rêve qui n'a pas été réalisé, que son fils réalise ça. Il avait voulu peut-être être médecin, mais il n'a pas pu. Il a vu un voisin être médecin. Il impose à son enfant d'être médecin, alors que l'enfant veut peut-être être menuisier. Est-ce que ce n'est pas l'un des facteurs qui gangrène l'accompagnement de l'étudiant? Parlons d'un enfant vers l'emploi. Bon, du moins, je pourrais donner une réponse nuancée, n'est-ce pas? Parce que parfois, il faut aussi imposer. Les parents, nous savons, nous sommes dans une conjoncture où c'est quand je connais quelqu'un qui est quelqu'un que mon enfant devient quelqu'un. Non, mon enfant, moi je n'ai pas pu devenir quelqu'un. Je connais quelqu'un qui est quelqu'un, mon enfant deviendra quelqu'un. Alors parfois ce type d'orientation doivent, n'est-ce pas, s'imposer à l'enfant. Parce que demain il doit t'en vouloir s'il finit ses études et il n'a pas trouvé quoi faire. Pourtant, tu avais des opportunités. Et lorsqu'il faisait son choix naïvement et par ignorance, tu l'as laissé dans son ignorance. En tant que parents, nous avons le devoir de conduire nos enfants vers le succès, que ce soit le succès sur le plan scolaire, académique et même professionnel. Parlons un peu peut-être dans l'aspect enseignant. On a vu des enseignants qui ne viennent même pas en cours. Le jour qu'il vient, il ne s'y applique même pas parce que le parent avait un tuyau, qui est ce qu'on appelle le matricule. Il est juste venu là par effraction, si on peut dire ainsi. Mais celui qui a aimé l'enseignement depuis son bas âge, il a fait des concours, il a obtenu son concours, celui-là, il organise même les cours de rattrapage, même le dimanche pour les enfants par amour. Est-ce que ce n'est pas toujours un enfant? C'est problématique. Vous dites que peut-être obéir strictement à ce que le parent veut parce qu'il a un tuyau pour toi, ça sera un problème pour la société. Ça peut être un problème pour la société. Demain aussi, si tu ne trouves pas d'emploi et que tu deviens bandit, tu es un problème pour la société. Même pas jusqu'à être bandit. Quand tu es chômeur, tu es un problème pour la société. Vous voyez, nous atteignons des niveaux
dans des États d'Afrique subsaharienne de chômage, de taux de chômage très élevé parce que la jeunesse est la majorité. Et du moins, les emplois ne sont pas créés pour, n'est-ce pas, accompagner ces jeunes. Parfois, nous accusons des étudiants et des formateurs, pourtant des responsables. Il y a ceux qui détiennent des responsabilités. Je le parle sur le plan juridique parce que le droit à l'éducation et le droit à un emploi décent sont des droits fondamentaux d'un être humain qui sont régis tant par la Constitution camerounaise que par des textes internationaux sur les droits de l'homme, c'est-à-dire la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte africaine sur le droit des enfants, la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, n'est-ce pas, prévoient que l'État doit donner de l'emploi à sa jeunesse. Pas seulement à sa jeunesse, mais à tout individu, parce que si je suis un citoyen d'un État, j'ai le droit à l'éducation et j'ai le droit à un emploi décent. Là, c'est bien précis. Là, je cite notre Constitution et des textes. D'accord. Bon, selon vous, quelle est la méthode adéquate et efficace pour assurer l'accompagnement de ces étudiants une fois au terme de leur formation vers l'emploi? Là, c'est pour sortir. Là, il y a plusieurs responsabilités, n'est-ce pas? Et je pourrais impliquer plusieurs parties prenantes. Que ce soit les parents, que ce soit des formateurs et que ce soit des administrations publiques. Parce que tout le monde doit mettre sa main dans la pâte. Nous avons par exemple des collectivités territoriales décentralisées, des communes et des communautés urbaines qui ont, n'est-ce pas, le pouvoir de créer des entreprises au niveau local pour impulser le développement local. Alors, si déjà à ce niveau, nous avons des entreprises locales, nous aurons des emplois. Même si pour un début, ça sera compliqué. On n'a pas construit la tour Eiffel en un seul jour. Les enseignants, n'est-ce pas, ont une très grande responsabilité parce que l'enseignant assure la transition entre la vie de chômage d'un enfant et sa vie professionnelle. C'est pourquoi on parle de formation professionnelle. Il y a une transition entre quelqu'un qui est au quartier et quelqu'un qui va vers l'emploi. Il y a l'enseignant qui donne une formation professionnelle et de bonne qualité, parce qu'il faudrait que la formation soit de qualité. Quand on parle de qualité, en adéquation avec le monde de l'emploi, avec autant de passion, avec la méthode, parce que tout ça compte pour la formation d'un enfant. Les parents, n'est-ce pas, doivent s'acquitter de leur devoir d'éducation de leurs enfants, c'est-à-dire scolariser, payer régulièrement la scolarité des enfants et assurer le suivi de l'enfant. L'État, qui est, n'est-ce pas, la main de Dieu, pourrait aussi mettre sa main dans la pâte. Là, vous voyez, je quitte de la base vers le sommet. Au lieu de quitter du sommet vers la base, qui est parfois très problématique. Les gens ont l'habitude d'accuser le sommet et ne voient jamais la base. Or, il faut quitter vers la base. Depuis la base, j'ai pris le cadre des collectivités territoriales décentralisées qui ont le droit et le pouvoir de créer des entreprises au niveau local. Et c'est même pourquoi les collectivités territoriales décentralisées ont été instituées dans un État comme le Cameroun pour impulser le développement local. Si ces collectivités alors décident de créer des entreprises locales ou bien décident d'implémenter des initiatives, il y a plusieurs initiatives. C'est pas seulement, le malheur ne se trouve pas seulement au niveau de travailler et gagner de l'argent. Nous sommes confrontés aujourd'hui aux grands changements climatiques, aux effets des changements climatiques. Les collectivités territoriales décentralisées pouvaient prendre dans ces institutions les étudiants que nous formons pour, n'est-ce pas, implémenter la technique du reboisement. Vous voyez, il y a des terrains communaux, il y a des terrains régionaux. Et là, vous voyez, il y a une grande partie des personnes qui seront sorties du chômage. On les emploie d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas seulement dans une entreprise qu'on peut employer quelqu'un. C'est-à-dire, on quitte d'abord de la base vers le sommet. C'est pourquoi l'État a transféré des responsabilités au niveau des communes et au niveau des régions. Merci, M. Bana. Merci infiniment. Alors, M. Syriac, Kabdem, on va sortir avec ce mot. Qu'est-ce que vous pouviez dire à nos téléspectateurs et auditeurs qui nous regardent et nous écoutent concernant INSAM? On parle de plus de 30 ans
d'expérience, plus de 30 ans au service de la formation des leaders. Qu'est-ce que vous pouviez dire en tant qu'enseignant de mécatronique à INSAM? Bon, là, je leur dirais toujours le langage de la vérité, hein, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis un homme carré, là, je ne fais pas politique. Donc, je leur demanderais souvent, tu fais confiance à INSAM. On a parlé un peu partenariat, on n'a pas ouvert un peu les brèches sur le partenariat de INSAM. Il y a beaucoup de partenariats dans INSAM, même avec nous enseignants. Oui, c'est un partenariat. Déjà, entre nous-mêmes, il y a du partenariat. Oui. Puisque quand la hiérarchie de la fondation nous écoute pour pouvoir donner les moyens adéquats pour assurer la formation de ces enfants, c'est déjà une forme de partenariat. Ce n'est pas donné dans tous les instituts, dans tous les instituts. Parce que quand on venait chez nous, là, vous voyez comment les ateliers poussent comme des champignons, les équipements suivent, les partenariats avec les fondations étrangères pour la suite de leurs études en fin de formation, on l'appelle licence, master. Ils peuvent aller, et là, on est en même partenariat même avec une fondation, la FAC, Saint-Étienne, la primaire, j'ai vu Dalton. Même le directeur ne sait pas comment ça avance. Mais ce sera très bien pour nos jeunes. Donc, faites-nous confiance. On pense à professionnaliser notre formation. Et au quotidien, nous sommes d'arrache-pied là-dessus. On ne dort pas. On se bat pour donner la formation qu'il faut à nos étudiants. Et qu'ils ne soient pas pressés. On va tout doucement. Merci. Alors, M. Bana, c'est 5 campus à Douala, 5 campus à Bafoussam, un campus à Yaoundé, un au Tchad, un à Libreville. Bon, j'ai envie de demander, est-ce que INSAM, on a parlé parfois des Canadiens, on a parlé des Italiens, on parlait des partenariats tout à l'heure. C'est juste une collaboration ou bien c'est quelque chose qui peut permettre aux étudiants camerounais d'aller se faire former au Canada, en Italie, en Inde, en France? Bon, sans vouloir extrapoler une fois de plus, j'aimerais, n'est-ce pas, m'appesantir seulement sur le partenariat avec les Canadiens. Oui, avec les Canadiens. Oui. Le Cégep Marie-Victorin, oui, qui est une institution qui forme des étudiants au Canada, une institution canadienne qui forme au Canada des étudiants qui sont prêts, n'est-ce pas, à travailler directement sur le terrain selon la demande du marché de l'emploi. Dans le cadre du programme Québec Francophonie, les institutions étrangères, n'est-ce pas, ont eu le droit de solliciter des institutions africaines qu'ils appellent des institutions locales pour implémenter, n'est-ce pas, la formation, ces types de formation professionnalisante qui amènent les étudiants après la formation à être directement employés. Cette formation qui, n'est-ce pas, vient d'être implémentée ou qui est encore en cours d'implémentation dans notre institution universitaire US INSAM, n'est-ce pas, permettra aux étudiants d'être formés ici au Cameroun par des Camerounais spécialisés. C'est-à-dire, nous avons des enseignants que nous avons envoyés au Canada pour recevoir une certaine formation et des spécialistes canadiens qui viendront au Cameroun, n'est-ce pas, leur offrir cette formation. Et le programme est canadien. Et ce programme, n'est-ce pas, relève de la demande des employeurs au Canada. C'est-à-dire, au sortir de cette formation, alors, directement les employeurs. Les employeurs peuvent, n'est-ce pas, directement, je préfère utiliser le peu, n'est-ce pas, vous solliciter. D'accord. Voilà, c'est quasiment terminé pour cette autre édition. Je vais tout simplement remercier M. Syriac d'avoir accepté. Je sais que votre feuille de route quotidienne est très surchargée. Merci pour les sacrifices à nous accordés aujourd'hui et merci pour tous ces éléments qui ont permis d'éclairer la lanterne, moi d'abord sur ce plateau, ainsi que nos téléspectateurs auditeurs. Je vous remercie et c'est une bonne opportunité que vous aurez là de pouvoir informer nos enfants, leur dire ce qu'on fait pour eux et ce qu'on prévoit pour eux. D'accord.
Merci. Merci. Que le Seigneur vous accompagne et j'espère que vous répondrez toujours favorable à mon multiple. Nous sommes à votre disposition. D'accord. Dès qu'on a du temps, on ne peut pas se dérober. D'accord, merci. Alors, Maître Bana, bon, je ne vais plus dire secrétaire général, SG. Ouais, ça, Moi, je me sens que ça va être casquette. Bon, Maître Bana, ça a été un plaisir incommensurable. Estuaire FM ou Estuaire Média vous dit merci. À moi de vous remercier parce que vous m'avez permis d'informer les citoyens camerounais. C'est d'ailleurs un devoir pour moi Voilà, en tant que formateur. formateur. Parce que nous sommes dans le thème insertion professionnelle. Vous rencontrez des difficultés dans votre métier? Une bonne insertion professionnelle, n'est-ce pas, passe par une meilleure information. Oui, sûr. Bon, vous avez des difficultés dans votre métier? Bon, comme tous les métiers, nous rencontrons toujours des difficultés au quotidien. Être secrétaire général d'une institution de renommée internationale et de cette envergure donne du fil à retordre. J'ai du mal parfois à dormir. D'accord. Que le Seigneur vous donne le sommeil, l'énergie qu'il faut pour servir les citoyens camerounais. Amen. Amen. D'accord. Alors, je vous en prie, regardez au bas de l'écran, vous aurez tous les numéros nécessaires, que ce soit pour Estuaire Emploi, qu'on a parlé tout à l'heure, que ce soit pour l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, et pour appeler et avoir ample information. Que ce soit les numéros concernant nos écrans géants situés au carrefour Total d'Amba pour faire prévaloir vos produits et services, que ce soit pour Estuaire FM émettant en modulation de fréquence 105.5. Vraiment, ce sera nécessaire pour vous. Je suis Chris Larabi, j'ai reçu aujourd'hui M. Kamil Syriac et M. Bana Laurent. On vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle émission avec une autre thématique, d'autres orientations. Je vous salue.